Alors, je me présente, donc David Serrault. Donc, je suis responsable du design digital au sein d'une grande banque française qui s'appelle donc le groupe BPCE. C'est la deuxième banque de détail française et donc qui rassemble des banques assez connues telles Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Natixis et quelques autres. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un écosystème digital qui est complexe, qui est réglementé, qui est parfois un petit peu contraint. Et pour autant, moi, je travaille à déployer l'IA, notamment pour les clients au sein de cette banque. Donc, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est quelques retours d'expérience. Donc même si c'est un travail qui est en cours, hein, évidemment, mais c'est quelques retours d'expérience qui, j'espère, pourront vous servir, parce que je pense que pour pas mal d'entre vous, vous êtes amenés à travailler sur des projets avec de l'IA dedans. Et donc tout ce qu'on peut apprendre en travaillant sur cette technologie, que je décrirai plus tard un peu comme un matériel, mais vous verrez, est pour moi extrêmement précieux, voilà, et nous permet d'évoluer. Donc aussi rapidement par rapport à mon profil. Donc moi je travaille dans le numérique depuis presque 25 ans maintenant, donc le temps passe vite. Je peux pas dire que je me sois ennuyé, hein, parce que c'est assez passionnant de travailler dans un domaine qui évolue aussi régulièrement et aussi systématiquement. Et donc ces expériences dans différentes entreprises, et puis après avec quelques allers-retours avec l'école, vraiment a fait que j'ai découvert à chaque fois, j'ai réinventé un peu le métier. Et donc voilà, je traçais un petit peu les grandes ruptures que j'ai pu connaître. Voilà, j'ai commencé à travailler, c'était le Web 1, après j'ai connu le Web 2, j'ai vu l'évolution du mobile, notamment quand j'étais chez SNCF, donc j'ai vu un peu comment le mobile transformait la mobilité. Et là, j'ai vu la vague IA arriver il y a quand même quelques années. Et là, j'ai vu que c'était vraiment une grosse vague. C'est peut-être l'intérêt aussi d'avoir un peu d'expérience, c'est de se rendre compte que quand il y a une nouvelle technologie, des nouveaux usages qui sont en train d'émerger, on peut peut-être un peu les évaluer par rapport à ce qu'on a connu avant. Et donc là, moi, je peux vous dire que l'IA, là, aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est quand même assez significatif. Voilà, et ça vaut vraiment le coup qu'on s'y intéresse. Alors, un exemple, je ne sais pas s'il y a des fans de science-fiction parmi vous. Quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cette scène? Ça date un peu, hein. On est en 1986. Je vois quelques-uns quand même. 1986, Star Trek 4. Et donc cette scène-là, elle m'a marqué. Je ne sais pas si c'est le meilleur film de science-fiction de l'histoire, mais cette scène-là, elle est vraiment marrante. En fait, vous connaissez la technique de la téléportation dans Star Trek, le grand classique. En fait, suite à une erreur, en fait, il y a une partie de l'équipage du vaisseau Enterprise qui se retrouve téléporté sur la Terre, mais dans le passé, 200 ans en arrière. Et en fait, pour réussir à retourner dans leur époque, donc il faut qu'ils trouvent un ordinateur. Donc ils sont en plus à l'époque, ils sont dans les années 80 sur Terre. Et donc ils cherchent un ordinateur, ils rentrent dans un bureau, ils trouvent un Mac, un Macintosh. Et là, il y a l'ingénieur Scotty, le fameux ingénieur là, qui râle toujours parce que les machines sont à 150%. Il commence à parler à l'ordinateur. Donc il arrive devant l'ordinateur, il dit salut ordinateur, est-ce que tu peux faire ça? Et là, il y a l'employé derrière qui fait mais qu'est-ce qu'il faut? Il lui tend la souris, il dit non, mais il faut utiliser ça. Donc il prend la souris, il dit salut ordinateur, est-ce que tu peux voilà. Et ça, je trouve que c'est assez représentatif de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment un changement de mindset. Et quand je dis ça, donc ça c'est la science-fiction. L'étape d'après, c'est en fait ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc ça, c'est un exemple. En fait, c'est un collègue, quelqu'un avec qui je travaille souvent. Qui m'a dit que son fils, en fait, il a découvert, il a réalisé lui-même que son fils, quand il était dans ChatGPT, il voulait changer le thème de ChatGPT, il voulait passer du thème clair au thème sombre. Et en fait, simplement, il a demandé. Et lui-même, qui est très très branché IA, il était étonné, il ne l'aurait pas fait. Donc on est face à un nouveau paradigme en fait, d'usage qui est en train de se développer, où voilà, simplement des jeunes qui sont en train de découvrir la technologie, en fait, ils se rendent compte que s'ils veulent faire quelque chose qui aurait été avant, nous, dans notre modèle mental, c'est aller dans des menus, des options, etc. En fait, ils ont juste à demander.
Et là, vraiment, quand on a des jeunes qui apprennent comme ça, ça veut dire que pour eux, leur modèle mental, il va être comme ça. C'est-à-dire qu'un produit demain qui ne permet pas de faire ça, ne permet pas juste de changer un paramètre juste en demandant, peut-être que pour eux, ils vont juste considérer que c'est buggé, en fait. Donc rappelez-vous, après, bon, ils vont apprendre un peu aussi, hein, peut-être, mais rappelez-vous, au début des interfaces tactiles, quand l'iPad est sorti, on se marrait parce qu'on voyait des vidéos YouTube avec des enfants qui essayaient de swiper leur télé et qui ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, je pense qu'on rentre un peu dans ce modèle-là, quoi. Du coup, là, je vais vous donner un petit conseil, enfin, en tout cas une petite astuce. Si, comme j'imagine, vous développez des produits, vous les concevez, vous les développez. Si vous voulez faire un produit innovant qui marche, en fait, pour moi, il y a deux choses. Donc, c'est s'intéresser à la science-fiction et puis regarder les signaux faibles. Voilà, et en général, quand on a un signal faible qui indique qu'un imaginaire de science-fiction est en train d'apparaître, donc c'est plutôt bon signe, c'est signe que la société, les usages, ils sont en train de changer. Après, il faut être très fort en exécution, hein, je l'oublie aussi. Alors, donc vraiment, pour aller plus dans le thème de ma discussion aujourd'hui, donc il y a plusieurs aspects hein, dans l'IA. C'est vraiment une révolution qui impacte à plusieurs niveaux. Donc déjà, c'est un nouvel outil. Donc c'est de nouvelles capacités qu'on est en train de s'approprier, qu'on découvre, et puis comme je disais, tous les jours, il y a un nouveau truc qui sort. C'est aussi, et c'est ça là qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un nouveau matériau. Pour moi, je l'aperçois vraiment comme une matière première. Au même titre que, je sais pas, autour de nous, il y a du bois, il y a de la pierre, etc. Donc chacune a ses caractéristiques. Il y en a, voilà, elles se cassent, il y en a, on peut les tordre, il y en a, elles fondent, il y en a, elles brûlent, enfin, etc. L'IA, c'est une matière première avec ses caractéristiques. Et l'une qui n'est pas des moindres, c'est d'être non déterministe. Voilà, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas particulièrement pratiqué, nous, quand on a commencé dans le digital. Et donc là, oui, je vais parler un peu de cet aspect-là qui me semble vraiment intéressant. À savoir aussi que c'est quelque chose de dynamique. Voilà, c'est un nouvel outil qui permet aussi de travailler avec l'IA. Et comme matériau, il permet aussi de créer des nouveaux outils. Donc voilà, donc on est vraiment dans un cycle, et c'est un peu pour ça aussi peut-être qu'on ressent cette accélération, ce changement permanent. C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on développe des nouveaux outils, on peut faire des nouvelles choses. Et du coup, voilà, on fait des nouvelles choses, de nouvelles expériences, et ça ne s'arrête pas. Alors concrètement, donc, si vous êtes client des grandes marques du groupe BPCE, enfin des grands réseaux comme on appelle, Caisse d'épargne et Banque Populaire, vous avez peut-être découvert que dans vos applications aujourd'hui, vous avez dans certaines pages, certains écrans, un petit assistant. Et donc cet assistant, il exploite l'IA. Alors c'est ce qu'on appelle, hein, concrètement, c'est ce qu'on appelle un RAG. Donc on en a parlé, j'ai entendu parler juste avant, donc je pense que vous savez ce que c'est. Voilà, et il sert à donner des informations, voilà, à assister l'utilisateur dans certaines parties de l'application. Voilà, c'est vraiment de l'assistance à l'usage de l'app. On continue à le développer, hein, bien sûr. Voilà, mais ça c'est sorti il y a 1 an, donc on était plutôt pas dans les derniers hein, au niveau du marché des grandes banques. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est sur un périmètre relativement limité, en sortant ce type de fonctionnalité à l'échelle d'un groupe BPCE, hein, sur les applications mobiles, c'est à peu près 4,5 milliards de connexions par an quand même. Donc on a beaucoup de trafic. Cet assistant, il est sorti depuis même pas 1 an du coup. Il y a déjà eu, je crois, 2 millions de conversations. Donc voilà, ça permet d'avoir du retour d'expérience, ça permet d'apprendre. Enfin voilà, on découvre des choses, j'en parlerai. Et c'est aussi, clairement il faut se le dire, c'est un gros investissement. Parce que même si le périmètre est limité, aujourd'hui je crois qu'on a, enfin par mois, en moyenne, il y a 2 évolutions du système. Et il y a 4 mises à jour du contenu. Comme c'est un RAG, il est basé sur il exploite une base de connaissances. Sa base de connaissances, il faut la mettre à jour en permanence. Voilà. Donc c'est un vrai investissement. Il y a des gens maintenant qui sont dédiés vraiment là-dessus. Donc c'est à l'échelle d'une banque, voilà, ce type d'outil implique un réel investissement. Par exemple, le genre de questions que les gens posent, on n'avait pas prévu. Alors évidemment, les gens ils parlent avec leur banque, ils demandent voilà, comment je peux devenir riche. J'ai plein de variantes, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont posé ce genre de questions. Et là, on se retrouve un vrai choix de design en fait. C'est comment on répond à ça. Voilà, donc je vous laisse choisir le type de réponse que vous préféreriez. Hein.
Je peux vous dire la vraie, hein, les statistiques c'est la première. Voilà, si vous voulez devenir riche, le meilleur c'est d'hériter. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Voilà, après vous avez plusieurs axes. Voilà, le moraliste, le prudent. Franchement, en général, les banques, hein, c'est le prudent qu'on va choisir. Le philosophe, l'enthousiaste, l'ironique. Voilà, donc c'est le fait d'utiliser l'IA, si je peux rassurer les gens qui font du design ou qui développent des produits, ça ne dispense pas d'un certain nombre de choses, dont notamment de faire des choix, dont notamment de décider. Et ça, c'est un vrai sujet de design, je trouve, c'est savoir comment nos systèmes ils doivent répondre face aux questions, et même aux questions que l'on n'a pas prévues. Voilà, vrai enjeu. Alors, je vais rentrer un peu à l'intérieur en fait, de ces systèmes d'IA. Alors, ça c'est vraiment une analyse de mon expérience. Donc sur les systèmes RAG, on reste dans le périmètre des systèmes RAG, donc des systèmes d'IA qui analysent, qui s'appuient sur de l'information, qui gèrent de l'information. Donc moi j'estime qu'il y a déjà il y a trois types de systèmes. Et savoir bien identifier quel type de système on est en train de développer, c'est extrêmement important parce que pareil, quand on conçoit des projets, quand on travaille sur des projets avec de l'IA dedans, une des premières tâches, on va dire, d'un product owner, d'un PM, etc., c'est de savoir le cadrer, estimer les coûts, etc. Donc c'est de bien savoir anticiper avec quel système on est en train de développer. Donc on va dire trois niveaux de système. Donc le premier, j'appelle ça semi-déterministe. Donc vous êtes dans un état, dans un cas, où vous avez une base de connaissances que vous maîtrisez. Donc vous pouvez la faire évoluer, vous pouvez l'adapter, etc. Et vous travaillez avec des utilisateurs dans des cas d'usage qui sont bien définis. Donc typiquement, vous avez un système, par exemple, un système d'IA, d'assistance IA pour des collaborateurs. Vous connaissez à peu près leurs connaissances, leur niveau de compétences, vous pouvez quand même un peu anticiper le type de questions qu'ils vont donner. Donc moi j'appelle ça semi-déterministe parce qu'on arrive à cadrer. Le niveau supérieur, qui est en gros le niveau de l'assistant pour les clients que je vous ai montré tout à l'heure, là, juste avant, en fait ce qu'on appelle le niveau, moi j'appelle ça probabiliste. Donc ça veut dire qu'on a une base de connaissances, là clairement la base de connaissances de l'assistant client Caisse d'épargne Banque Populaire, on la maîtrise. Voilà, c'est du boulot, mais on sait ce qu'il y a dedans, donc on arrive un peu à gérer. Par contre, on ne sait pas ce que les clients demandent. Parce que c'est ouvert, donc ils peuvent demander n'importe quoi, ils ont un champ de saisie, ils commencent à poser des questions. Donc voilà, donc moi c'est vraiment, je le considère comme probabiliste, c'est déjà un niveau supérieur. Et puis il y a le niveau du dessus encore, ne serait-ce que même pour la connaissance, que j'appelle vraiment adaptatif, parce que déjà c'est des systèmes qui sont ouverts aux clients, et en plus vous ne maîtrisez pas la connaissance qu'il va exploiter. Typiquement, imaginons qu'on veuille faire un assistant pour les clients de la banque, qui s'appuie sur les opérations bancaires du client. Les opérations bancaires du client, elles sont différentes pour chaque client. Et donc on n'a pas la maîtrise, on ne peut pas les adapter, on ne peut pas les transformer, on ne les anticipe pas. Je vais vous garantir que dans une banque qui a, je ne sais pas combien, on a une vingtaine de millions de clients, il y a tout type de, la façon de gérer les comptes, elle dépend vraiment, elle est complètement personnelle, individuelle, il y a tous les types de clients. Donc voilà, donc là on n'a pas le contrôle. Ce qui est très dur, c'est de passer d'un niveau à l'autre. Déjà là, on se rend compte que déjà c'est compliqué. À chaque fois qu'on veut monter d'un cran dans nos assistants, on se confronte à des lois et les lois, franchement, elles sont en dur. C'est-à-dire que ça, c'est des lois empiriques. C'est des lois vraiment qui sont basées sur l'expérience de produits digitaux, qu'on a constatés sur le terrain. Donc il y a deux lois, qui sont vraiment structurées à mon avis. C'est donc la loi de mise à l'échelle, qui nous vient vraiment des statistiques, et qui apparemment est un peu systématique dans tous les systèmes d'IA. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter la qualité de votre système, il faut accroître notamment le nombre de données avec lesquelles vous l'entraînez, et ça c'est exponentiel. C'est-à-dire que si vous imaginez, vous voulez réduire les cas d'erreur, notamment, vous voulez que votre assistant il soit fiable, il ne réponde pas n'importe quoi aux gens. Donc imaginez, vous êtes à, 20% d'erreur, ce qui est déjà pas mal, mais bon, on va dire on a un système qui commence peut-être à être déployable. Vous voulez passer à 10%, c'est x4. C'est-à-dire qu'il faut mettre 4 fois plus de données dedans pour pouvoir vraiment vous assurer qu'il fonctionne. Voilà, si vous êtes à 90% mais que vous voulez passer à 1% d'erreur, c'est x100 quoi. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y a vraiment un investissement qui est extrêmement important quand vous voulez monter de qualité. Voilà. Et l'autre loi, qui est pareil, qui est une loi empirique, c'est pas de repas gratuit. Donc ça veut dire que si vous voulez un système qui répond à plein de cas, plus vous voulez que votre système réponde à un nombre de cas différents, moins il va être fiable pour un problème donné.
Voilà. Donc ça, ces deux lois, elles s'accumulent. Hein. Donc quand vous avez les deux, vous voulez forcément des systèmes fiables et qui répondent à plein de cas d'usage. Donc là, vous allez vous retrouver à chaque fois à investir énormément. Alors, et ça, et en fait, ces trois niveaux-là, dites-vous qu'en plus, à mon avis, hein, de ce que j'ai pu constater, ils s'intègrent encore dans un modèle encore plus large, parce que là, on n'était que sur le niveau de la connaissance. Voilà. Après, vous pouvez monter à un niveau où vous donnez des capacités d'action. Évidemment, tout le monde en parle, ils voudraient que les IA aient des actions. Pour moi, c'est vraiment un niveau supplémentaire supérieur. Voilà, votre agent, il peut être proactif, ça veut dire qu'il va avoir une action et puis il va faire quelque chose en retour. Il pourrait anticiper, c'est encore des nouvelles capacités. Il peut avoir un impact faible, par exemple dans une banque, je sais pas, vous changez une catégorie, vous changez un paramètre, vous pourrez revenir en arrière, c'est pas très grave. Par contre, si vous commencez à avoir des agents qui font des virements, par exemple, là, ça devient des actions à fort impact, parce que vous ne pouvez pas forcément revenir en arrière. Voilà. Et puis après, forcément, tout le monde en parle, et on passe après derrière. Quand vous maîtrisez, mais il faut les maîtriser, quand vous maîtrisez la connaissance et l'action, dans ce cas-là, comme les humains, vous pouvez commencer à être autonome. Mais ça tire encore d'autres complexités. Voilà, donc vous avez l'agent autonome, on va dire à court terme. Vous pouvez aussi imaginer des agents autonomes qui planifient, notamment dans une banque, par exemple, sur des projets de vie. Voilà, est-ce que des systèmes d'IA pourraient vous permettre de suivre et d'anticiper des projets de vie? Et dans ce cas-là, c'est vraiment sur le long terme. Voilà, préparer votre retraite, préparer l'achat d'un bien, etc. C'est potentiellement plusieurs années. Voilà, c'est encore un autre niveau d'agent. Et rentrer encore un peu plus dans le détail. Donc souvent, quand on parle IA en interne, dans les boîtes, souvent ce qui arrive, c'est le chatbot. Voilà, donc IA égale, pour pas mal de gens encore, c'est chatbot. Mais derrière cette interface, on va dire, de chatbot, il y a plein de choses. Et donc ça, c'est pareil, c'est basé un peu sur mon expérience. Donc aujourd'hui, les systèmes d'IA qui sont les plus fréquents des systèmes d'IA avancés, c'est ce qu'on appelle des multi-agents. Donc vous allez avoir un agent qui va faire un peu l'interface avec l'utilisateur, et puis derrière des experts, des agents experts, qui vont avoir un certain nombre de compétences pour pouvoir répondre à des besoins plus spécifiques. C'est un moyen aussi de régler un peu ce problème que je vous montrais avant, de systèmes qui font beaucoup de choses et du coup qui ne sont pas très bons. Donc là, la possibilité, c'est de les séparer en petits systèmes sur lesquels on a plus de contrôle. En revanche, ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que derrière les cas d'usage et derrière les systèmes d'agents que vous allez mettre en place, il faut ce que j'appelle moi des capacités. Donc des capacités, c'est que vos agents, ils aient accès à des connaissances, des bases de connaissances, et ils aient accès à des API, des MCP, etc. Voilà. Et donc moi j'essaye toujours de mettre en face, en vis-à-vis, à la fois les cas d'usage qu'on veut développer et les capacités. Parce que si vous pensez à des cas d'usage, ce n'est pas le chatbot qui va répondre, ce qui va répondre, c'est les capacités qui sont derrière. Voilà, et ça, souvent, on ne les voit pas, et du coup, ça fait qu'on se confronte des fois à la réalité. Et donc après, sur les étapes, quand on planifie un système d'IA, enfin quand on planifie le développement d'un système d'IA, donc ça, c'est juste pour vous montrer par où on est passé pour l'agent que je vous ai montré avant dans la banque. Le premier prototype, donc moi, on travaille beaucoup par itération parce qu'on découvre à la fois les usages et la technologie. Donc le premier prototype, il n'y avait même pas d'IA dedans, c'était juste un démonstrateur de quelque chose qui ressemblait à une IA conversationnelle, qui nous a notamment servi à convaincre les parties prenantes. Vous imaginez à l'échelle d'une banque avec des gens qui ne sont pas du tout technophiles, comment ils allaient pouvoir dire oui, ok, on va investir pour ça parce qu'on pense que c'est intéressant. Et ben on leur a fait un proto en HTML complètement fake, mais qui permettait de poser une question et puis après d'avoir une réponse qui apparaissait petit à petit, etc. Et ça, avec des démos, ça a permis déjà de convaincre, première étape, et de valider aussi l'intérêt des utilisateurs. Deuxième étape, c'est de faire un prototype. Alors le deuxième prototype, par exemple, ici, il n'y avait même pas de graphisme, en fait, pas de design. C'est vraiment un démonstrateur technique pour connecter une IA à une base de données et voir si on était capable d'avoir des réponses correctes. Troisième prototype, plus avancé, on commence à mettre du design, on commence à pouvoir faire des tests utilisateurs. Et puis alors après on continue à travailler, donc voilà, notamment sur la possibilité d'interagir avec des informations de l'utilisateur, puisqu'aujourd'hui notre assistant il est basé sur des informations qu'on maîtrise. Et voilà, donc petit à petit, vraiment c'est développer avec l'IA, c'est vraiment des cycles itératifs.
En conclusion, on va dire, voilà, pareil, travailler avec de l'IA, vraiment, je pense qu'on a toujours beaucoup de travail, notamment parce qu'il faut faire des choix. Donc vous connaissez bien ce triangle, hein, je pense, si vous faites du produit. Voilà, il faut forcément faire des compromis. Donc le triangle marche bien ici. Voilà, nous on veut forcément des systèmes polyvalents qui coûtent pas trop cher et qui sont fiables. Voilà, mais sauf que dans la vraie vie, en général, il faut faire un choix. Voilà, si vous le voulez polyvalent et pas cher, bah, vous avez des chances qu'il ne soit pas très fiable. Si vous voulez quelque chose de pas cher et fiable, bah, il faut être très très ciblé sur le cas d'usage pour répondre à un besoin bien spécifique. Et si vous voulez quelque chose de polyvalent et fiable, eh ben, il faut vous attendre à ce que ça vous coûte assez cher. Voilà. Et pour conclure par rapport à ce qu'on a dit avant, je vous présente ce modèle que moi je trouve vraiment intéressant, en fait, qui vient d'un chercheur qui a travaillé plutôt sur les sciences de l'éducation et qui a analysé comment une technologie, en fait, elle transforme une activité professionnelle. Donc voilà, il a défini vraiment 4 étapes, on va dire 2 grandes phases et 4 étapes. Donc au début, c'est de l'amélioration. Après, c'est vraiment de la transformation. Donc après, c'est chacun voit où il en est dans sa pratique, dans ses travaux, dans ses projets, etc. Voilà, mais on passe de vraiment j'ai un outil, j'ai un autre outil, ça ne change pas énormément, c'est juste l'outil qui change. Après, au bout d'un moment, ça augmente, donc ça nous rend un peu plus rapide, performant, etc. Après, ça commence à transformer vraiment la tâche, la façon de travailler. Et puis en fin de compte, ça, on passe à une étape de redéfinition, c'est-à-dire que ça pose vraiment la question de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc là, sans rentrer dans les détails, mais on le voit régulièrement. Par exemple, le fait qu'il y a encore j'ai vu des articles assez récents là-dessus, des utilisateurs, des professionnels par exemple, puissent, grâce au vibe coding, développer leurs propres outils. Eh ben, c'est une transformation qui est radicale. Du coup, ça pose la question aussi de quel est notre rôle dans ce contexte-là. C'est pas forcément de mettre l'outil à la disposition de l'utilisateur, c'est peut-être de guider, de cadrer, de définir des règles, etc. pour qu'après, derrière, les utilisateurs puissent prendre le pouvoir de développer les outils qui leur correspondent exactement. Voilà, et ça, c'est clairement une étape de redéfinition parce que la façon dont on travaille, elle change complètement en raison d'une nouvelle technologie et d'une nouvelle capacité. Voilà, je m'arrête là. J'espère que j'ai un peu de temps pour des questions. J'ai un peu débordé. Merci.